Eh bien, bon, on va faire un peu de travaux pratiques, en fait, qui s'appuient sur les informations qui sont données tout à la fin de cette vidéo, sur ce qui s'appelle le générateur de frill. Donc, ce générateur, bon, c'est vraiment les derniers slides qui ont été présentés par Dan Willis, à partir des informations que Elena a recueillies de Jenan et Ridion. Et je me suis retrouvé à travailler avec Dan Willis, un peu par hasard. Donc ça fait 2 ans. Donc là, les discussions entre Dan Willis, Elena, Jenan datent de avril 2022, donc au plus de 3 ans. Et bon, moi, c'est quelque part vers juin 2023, donc un peu plus d'1 an plus tard, que Dan Willis m'a proposé de travailler dans l'équipe où à l'époque, il cherchait à constituer 2 équipes de 2 chercheurs. J'étais dans l'équipe A avec un autre chercheur, il y avait une équipe B. Bon, l'un des chercheurs de l'équipe A a rapidement laissé tomber. Je me suis retrouvé après remis avec l'équipe B, et puis un deuxième membre de l'équipe B, lui aussi, a fait un peu défaut. Donc on a fait, et après on n'était plus que 2, Kent, mon collègue électronicien, et moi. Donc voilà, donc ça a été le début des informations reçues donc en avril, c'est la vidéo fondatrice, avril 2022, sur ce premier cours autour de la physique des cristaux, qu'avait commencé à découvrir Marcel Vogel et qui a été confirmé, enrichi par Jenan et Ridion, grâce, et puis après avec Elena qui a servi de relais pour avoir toutes ces informations et échanger toutes ces informations. Et donc, c'est quoi ce fameux générateur? Et je viendrai après. Donc, alors, ce générateur, donc, il est exposé dans la vitrine. Donc, moi, j'ai travaillé depuis 2 ans, déjà à essayer de comprendre et décoder ce que nous enseignent nos camarades là-haut, parce que même pour moi, c'est compliqué. Donc, j'imagine que pour vous, ça doit être un peu dur aussi. Donc, je dois m'accrocher aussi, je vous avoue. Je dois m'accrocher dès que ça parle de géométrie sacrée, de tétraèdre, d'octoèdre. Bon, c'est pas simple. Mais donc ce fameux générateur, ce générateur de frill, et j'expliquerai ce que c'est le frill après, ou ma compréhension du frill, ce générateur, il est exposé dans la vitrine là, qui est dans le hall, derrière, où on a cherché à répliquer ce que nous dit Jenan. Et après, toute la problématique, c'est de savoir, mais est-ce que c'est sensible comme un violon et il faut entrer en résonance avec l'univers, ou alors est-ce qu'on met ça, on branche ça et puis ça marche? Eh bien non, c'est pas simple. C'est effectivement, là on cherche à faire un Stradivarius. Donc toute la difficulté, c'est de savoir après, est-ce que notre Stradivarius ou notre générateur de frill, il est bien réglé, sachant qu'on est l'humain moyen, ou moi en particulier, je ne suis pas spécialement sensible à cette énergie. Donc parmi vous, j'imagine qu'il y a plein de gens, des énergéticiens, thérapeutes, qui eux sont sensibles à cette énergie. Mais toute la difficulté qu'on a, c'est moi, ingénieur à la base, sans une sensibilité particulière, je cherche d'abord, ou j'aimerais réussir à mesurer d'une manière un peu déterministe, pour savoir si l'appareil est bien réglé. Parce que cet appareil, donc il faut avoir un cristal. Ce qui est très important, c'est ce cristal taillé avec les pointes en haut et en bas. Donc la pointe en haut à 60 degrés, la pointe en bas à 51 degrés, 84. Et ce cristal, on va l'entourer de 2 bobines, un fil d'argent, un fil de cuivre, qui sont croisés, donc chacun sont inclinés à 45 degrés. Et puis, dans les bobines, on va envoyer des petites impulsions. Donc ça, c'est ce que nous a appris Jenan. Des petites impulsions avec la fréquence de 4096 Hz, qui est une fréquence applicable à tous les cristaux de quartz. Et puis, il faut envoyer des impulsions entre 20 volts et 60 volts, mais il faut y aller progressivement, doucement. Alors, moi, j'ai mis des paliers à 20 volts, 46 volts, 60 volts. Et après, on envoie des impulsions, mais c'est des impulsions très très brèves. Pareil, là, c'est environ 1 microseconde, mais on ne sait pas quelle est la bonne valeur. C'est comme vous cherchez à régler votre instrument de musique, il va falloir trouver la bonne valeur. Et puis, ces impulsions, elles doivent être décalées d'une demi-période. Et puis, on essaie de mettre... Il y a un comprimé à trouver entre le fil qu'on utilise, parce que il faut que le fil soit pas trop fin, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus, parce que plus il est gros, moins on va pouvoir faire de tours, parce qu'il faut garder de l'espace entre les fils, c'est important. Donc on voit que pour fabriquer, c'est cet instrument qui va entrer en résonance avec l'univers
donc avec la géométrie de l'univers. Eh bien, il y a des points très importants, c'est le sens du bobinage, parce qu'il y a un bobinage dans un sens, un bobinage dans l'autre, et selon le sens dans lequel on regarde, par le haut, par le bas, on ne se comprend pas entre ce qui est le sens des aiguilles d'une montre, le sens inverse. On n'était jamais d'accord, parce que chacun imagine ou regarde dans un sens. Bon. Ce qui était très important aussi, c'est la pureté des fils. Il faut de l'argent à 99,9%, du cuivre pareil. Très important, l'appareil doit être connecté à la Terre dans toute cette énergie éthérique. La connexion à la Terre est très importante, c'est ce qu'avait déjà trouvé Nikola Tesla à la fin du 19e. Donc il faut que les fils, il faut que ça respire, il faut de l'espace entre les fils. Il faut que les bobines soient au plus près du cristal, mais il ne faut pas le toucher. Il faut aussi des trains d'impulsion, mais il faut que le cristal respire, et donc il faut des pauses. Bon, il faut éclairer le cristal, mais c'est pareil, on ne sait pas quel est le bon éclairage, la bonne fréquence, la bonne longueur d'onde. Jenan nous dit aussi c'est très important d'avoir de l'eau à proximité. Donc cet appareil, il est surtout utilisé dans un premier temps pour bonifier l'eau, pour énergiser l'eau, pour donner à l'eau des vertus, des vertus thérapeutiques ou de l'énergie vitale. Donc c'est la première application qu'on cherche à faire, c'est déjà que cet appareil apporte de l'énergie vitale à l'eau et que l'eau après on la boit et elle est, donc pour tous les organismes vivants, elle est censée avoir des effets bénéfiques. Et effets bénéfiques qu'on cherche à prouver aussi. La notion de la présence d'un pyramidion est aussi, selon Jenan, importante ou a un effet aussi complémentaire. Mais où ça se complique, c'est que même si on a notre instrument qui est bien réglé, dans cette science pléiadienne, la conscience est un élément capital pour que le cristal veuille bien activer le frill, activer son vortex. Donc la conscience de l'opérateur, la conscience de celui qui fabrique l'appareil, la conscience est quelque chose qui est fondamental pour avoir un appareil opérationnel. Donc ça, c'est de la technologie qu'il faut qu'on comprenne, ou même des mécanismes qu'il faut qu'on comprenne. Et un autre point important aussi, c'est que si vraiment il marche trop bien, le cristal va se charger en frill, mais il ne faut pas atteindre, il ne faut pas le saturer, parce que là, il peut exploser dans un flash de lumière, et là, c'est pas bon du tout. C'est parce que c'est une énergie extrêmement puissante, c'est l'énergie de l'univers. Donc ça, faut pas. Bon, voilà. Donc il faut déjà. Donc voilà l'appareil, donc tel qu'il est. Voilà les principes de base. Et après, il va falloir comprendre. Voilà. Dans un premier temps, c'est surtout moi des énergéticiens qui sont dans l'équipe ou qui participent avec moi, ou comme Alexandre qui est venu sur scène aussi. Là, en quelques semaines, il nous fait faire des progrès énormes parce que lui, il a cette sensibilité de ressentir les énergies, ressentir les champs d'information, ressentir les champs de torsion, et donc là, il dit non, là, c'est pas bien réglé, c'est mal réglé, donc c'est plutôt... Donc ça, grâce à lui, merci Alexandre, merci infiniment Alexandre pour l'énorme travail et les énormes progrès que tu nous fais faire. Et donc cet appareil, il avait été présenté il y a 2 ans, à Orlando, à une conférence GESIC, la 2e conférence. Donc ça, c'était en 2023, octobre 2023. Donc voilà, il y a Dan Willis qui était sur scène avec Kent Noonan, un ingénieur électronicien, donc le gars de l'équipe B qui était resté, et puis moi, sur scène au GESIC à Orlando. Et puis, donc on avait présenté, vous voyez là-bas, le premier prototype, alors c'est pas gros, le premier prototype qui est devant l'oscilloscope, là, sur le manche debout. Donc c'était le premier prototype présenté au monde, donc d'après cette science pléiadienne. Alors après, Jenan nous parlait de frill, mais nous on était là, mais c'est quoi le frill? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il y avait effectivement cette fameuse photo que aussi on a vu passer dans la présentation de Dan Willis, où on voit cette double spirale, et donc on comprend que ce fameux champ de torsion, donc moi j'avais toujours une difficulté, certains parlaient d'ondes scalaires, et puis les Russes, la culture russe nous parle de champ de torsion, donc toute la difficulté c'était, c'est quoi certains parlent d'ondes scalaires, d'autres parlent de champ de torsion, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent? Donc on se grattait la tête, moi surtout, pour tenter de comprendre, c'est quoi la différence? Et surtout que Jenan nous disait, donc on lui avait posé la question à Jenan, alors ça paraît fabuleux, donc on discute quand même avec un extraterrestre qui est sur Mars. Je ne sais pas si vous imaginez
ça fait quand même bizarre, quoi. Donc c'est par mail interposé. Moi, j'envoie mes questions à Dan Willis, qui les envoie à Elena, qui les envoie après à Jenan, et puis on reçoit les réponses. Mais franchement, à qui on peut raconter ça, quoi? C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué d'aller dire ouais, je discute avec un gars qui bosse sur Mars. Bon. Et donc on lui a posé la question, mais pouvez-vous donner pouvez-vous donner une définition détaillée de ce que c'est le frill? Et donc on nous dit oui, le frill c'est une énergie qui est créée à partir des ondes de gravité, donc qui sont dans l'éther. Mais donc ces ondes de gravité, c'est ce que j'avais expliqué hier. Donc l'éther converge dans la planète et après ça va se collisionner, ça va finir en ondes de compression. Donc c'est ce qu'ils appellent ces ondes de gravité, qui sont ces ondes de compression. Mais c'est pas encore le frill. Le frill, ça va être une conséquence. Et donc, ces ondes de gravité sont nommées des ondes de... Oui, ces ondes de gravité sont aussi nommées des ondes de compression. Donc, je traduis le paragraphe blanc. Ces ondes peuvent être créées par la gravité ou par un pulse scalaire. Alors, donc, le scalaire, ça veut dire précisément, ça dépend que d'un seul paramètre, comme la pression, la température. Voilà, c'est une onde qui ne dépend que d'un seul paramètre. Et ici, le paramètre, c'est la pression. Et donc ce pulse scalaire, ça peut être par des bobines, ça peut être par la conscience aussi, par le cerveau. Et donc il faut un pulse suffisamment puissant et constant, et vous apprendrez que la conscience peut produire des ondes scalaires et générer du frill. Donc je ne parle pas, donc ce ne sont pas des ondes électriques, c'est pas les ondes hertziennes classiques, hein, c'est ce nouveau type d'ondes que j'ai expliqué hier, ces ondes scalaires. C'est comme des ondes sonores, mais appliquées à l'éther, donc c'est des ondes électriques, des ondes de compression électrique dans le vide. Et donc même si il y a les ondes classiques hertziennes, des ondes du cerveau électriques donc peuvent être efficaces, mais ce ne sont pas les ondes scalaires, là on parle vraiment des ondes générées par la conscience. Et donc le frill peut être présent partout dans le multivers, et il est efficace quand il est activé par un pulse. Donc c'est ce que fait cet appareil, il ne fait qu'envoyer des pulses. Mais la conscience, je disais, joue un rôle aussi important. Et donc, et après, notre problématique, c'était mais comment on va détecter ce qu'on veut, c'est comment on mesure ça? Parce que avant de savoir si l'appareil est bien réglé, nous, on aimerait bien, en tant qu'ingénieur, allumer un oscilloscope, mesurer une tension et mesurer quelque chose qui permette effectivement de trouver le bon point de réglage. Et donc, Jenan nous disait, oui, il peut y avoir des appareils de biophotonique, des appareils d'interférométrie laser, et vous pouvez aussi essayer de mesurer des modifications temporelles. Bon. Eh bien, donc déjà, je vais vous expliquer comment une onde scalaire fabrique du frill. Donc j'ai compris en fait que le frill, c'est quand deux ondes scalaires vont interférer. Donc là, on va voir, j'ai une petite animation qui va montrer une onde de compression qui va aller de gauche à droite. Donc là, vous avez une onde de compression qui va de gauche à droite. D'accord? Ensuite, on va avoir une onde de compression qui va de bas en haut. Ou de haut en bas, je ne sais plus. De bas en haut. Donc là, il y a une onde, là maintenant, c'est une onde de compression qui va de bas en haut. Mais quand on met les deux ensemble, eh bien, et on a deux coins, ça tourne, on voit que ça va tourner dans le coin en bas à droite et en haut à gauche. Il se produit deux petits vortex. Et les deux autres coins, il ne se passe pas grand-chose en fait. Bon, donc là, on a deux zones. On a deux zones où en fait l'air ou le vide, on va créer une torsion du vide. La combinaison de ces deux ondes, et donc cette torsion qu'on crée, cette zone de torsion qu'on crée dans le vide, eh bien pour moi, va permettre d'initier une tornade, une double tornade. Et donc c'est mon interprétation du frill, c'est qu'on arrive à injecter de l'énergie donc dans le vide, on va mettre l'éther en mouvement sous la forme de cette double spirale. Donc on va créer une double tornade d'éther dans le vide. Et l'intérêt de cette tornade, c'est qu'on peut accumuler de l'énergie pour la rendre de plus en plus puissante. Donc voilà, c'est mon interprétation du frill et ça colle bien avec du coup l'appellation champ de torsion des Russes. Comment une onde scalaire qui, elle, est plutôt plane, va, avec une deuxième onde scalaire, générer cette onde hélicoïdale, donc cette double hélice. Et là, moi je comprends du coup beaucoup mieux cette appellation champ de torsion. Alors du coup, après, j'ai voulu tester des choses déjà sur le vivant. Donc en revenant de Valsoyo l'année dernière,
je me suis dit, bon, ok, je vais commencer. Alors, pareil, le générateur que j'avais exposé l'année dernière, il était qu'à 9 volts, alors que Jenan voulait au moins du 20 volts, mais moi, j'avais pas mieux que 9 volts. Mais je voulais quand même tester, bon, est-ce qu'on arrive à des résultats sur les plantes. Alors, j'avais acheté 2 pots de menthe, et puis je me suis amusé à arroser avec de l'eau qui était passée dans le générateur, un des pots, et puis avec de l'eau, la même eau, mais pas passée dans le générateur, sur plusieurs jours. Alors l'expérience n'a pas duré longtemps. Alors moi j'ai le minutaire qui me cache la première date, mais c'est pas grave, je la vois pas trop, moi la date là-haut, juillet 24, peut-être 24 ou 25 jours. Bon, 24. Et donc j'ai commencé le 24 juillet, première photo. 31 juillet, on voit que le pot arrosé de fril, il a l'air de se porter quand même un peu mieux que le pot avec de l'eau normale. Et puis manque de chance, 4 août, là je vais voir mes pots de menthe, et le pot de menthe arrosé de fril complètement bouffé. Il y a des insectes qui ont bien apprécié la menthe arrosée au fril. Le pot s'est fait totalement bouffer, donc vous avez une photo zoomée en bas à gauche, là, alors que le pot à droite, alors lui, nickel, hein, il n'avait rien, hein, ils n'en ont pas voulu. Mais, donc la menthe devait être bonne. La menthe devait être bonne, et puis voilà, bon, ça a été l'arrêt de cette expérimentation, mais donc j'ai constaté un effet, c'est que ça a bien plu à certains insectes. Donc c'était quelque part un effet positif, même si du coup ma menthe, la pauvre, elle n'a pas duré longtemps. Donc après, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'interférométrie laser, parce que c'était ce que je voulais. Je suis attaché à la fameuse expérience de Michelson et Morley que j'ai présentée hier, et qui a été le début de l'erreur de la physique, ou qui avait été mal interprétée, où Michelson et Morley, donc avec un rayon lumineux coupé en deux, eh bien, avaient cherché à mesurer la vitesse du vent d'éther. Eh bien, j'ai recréé dans mon salon l'appareil, pareil, sur ma table de salon qui est tournante en plus. J'ai recréé un interféromètre de Michelson et Morley, et je me disais, ça serait quand même bien si l'appareil qui a été à l'origine, ou l'expérience qui a été à l'origine de la plus grande erreur de la physique, le même type d'appareil permettrait de redémontrer le contraire. Et donc, et je me suis dit, je voulais. Donc, vous avez un petit schéma du dispositif où il y a un laser qui va éclairer. Donc, le rayon laser va partir sur une lame qui va couper le rayon en deux. Ça va partir au fond, ça va revenir, et puis ça va partir à gauche, ça va revenir. Mais sur un des chemins, je vais mettre 4 générateurs et je vais tenter de modifier la vitesse de la lumière au-dessus des générateurs. Et après, on fait interférer ces 2 rayons, et selon les lois de l'optique, eh bien, on va voir des franges d'interférence. Donc en dessous, vous avez la photo sur la table de mon salon, avec 4 appareils, 4 générateurs allumés à pas loin de 100 volts. J'avais eu la main lourde. Bon, pas loin de 100 volts. Un laser vert sur la photo. Et puis après, j'ai une autre photo qui montre l'état du mur, ce qu'on voit sur le mur ou sur l'écran. Alors là, ça aurait dû être vert, hein, parce que normalement, les franges d'interférence sont de la couleur du laser qui me sert de rayon de mesure. Mais comme j'utilise différents lasers, le jour où j'ai fait la photo, c'était un laser rouge. Mais imaginez que ça serait, par rapport à la photo qui est à gauche, ça devrait être des franges vertes. Mais, donc là, on trouve cette notion de frange d'interférence, et il faut réussir à montrer maintenant un effet générateur allumé et générateur éteint, ce qu'on arrive à trouver, à montrer qu'il y a des différences flagrantes qui démontreraient que les cristaux ont un effet sur la vitesse de la lumière. Bon, j'ai pas réussi parce qu'en fait, j'ai découvert que les lasers, il faut vraiment des lasers très haut de gamme qui ont ce que s'appelle une longueur de cohérence, et les lasers pas chers, ne sont pas du tout compatibles avec ce genre de mesures, alors que Michelson et Morley, avec des lampes au sodium, arrivaient à le faire en 1887. Bon, donc c'est un peu dommage, mais du coup, alors j'ai acheté des lasers holographiques, mais j'ai pas encore eu le temps de les essayer, qui sont normalement censés être meilleurs là-dessus, mais une longueur de cohérence, pas beaucoup, de 1 mètre, et je sais pas trop si ça suffira. Et donc, je suis passé à j'ai eu d'autres idées depuis, parce que j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, ce livre, Fantastique recherche parapsychique en URSS. Donc on a vu à quel point, avec ce qu'a commencé à nous expliquer Alexandre Rusanov hier, à quel point les Russes, eux, ont de l'avance sur toute cette science de l'information, c'est toute cette science de la conscience, la science des ondes scalaires. Et cette science, elle a été initiée en fait par un savant russe, Nikolai Kozyrev, et après donc toute une génération de physiciens. Et donc lui, il avait une théorie sur le temps
Et il disait que le temps, c'était une énergie, c'était l'énergie vitale. Et donc pour lui, il associait le temps à l'énergie vitale, et il disait que le temps, c'était un champ de torsion. Et ce que nous dit Kozyrev, donc dans ce livre, il y a tout un chapitre sur les recherches de Kozyrev, mais ce que dit dans ce livre, c'est un livre qui date des années 70, 1970, et qui décrivait déjà toutes les recherches russes dans le domaine. Et donc, on retrouve une corrélation frappante entre la description du temps selon Nikolai Kozyrev et la description du frill selon Jenan. Et donc là, je me suis dit, mais est-ce que le temps et le frill, c'est la même chose? Parce que Elena nous dit que le temps est lié à un champ de gravité. S'il n'y a pas de champ de gravité, il n'y a pas de temps. Et le frill, c'est pareil. Donc, il y a énormément de points communs. Et donc là, maintenant, je travaille à démontrer, ou j'aimerais réussir à démontrer, à trouver une méthode de mesure qui s'appuie sur l'écoulement de sablier. Et donc là, si la gravité est modifiée ou si le temps est modifié, l'écoulement, la durée d'un sablier sera modifiée. Donc je passe, mais il faut faire, je fais énormément de mesures, je fais des milliers de mesures. Mais après, est-ce que mes appareils sont bien réglés? Est-ce que j'ai un rapport signal sur bruit suffisant? Donc j'ai des fois mes sabliers, une fois ça m'est arrivé, le sablier est allé quand même, un sablier s'est écoulé 10 secondes plus vite que la normale. Alors que d'habitude, il est très stable, à 2 secondes près, le sablier est très stable. Donc, au moins, il peut ralentir, mais il ne peut pas accélérer. Donc j'ai eu un cas d'accélération du sablier à 10 secondes. Bon. Donc, voilà maintenant les travaux que je mène pour démontrer, pour essayer de trouver une méthode de mesure qui ne soit pas qui soit scientifique et qui se passe de personnes sensibles. Parce qu'aujourd'hui, mes seules méthodes de mesure ou mes seuls points de mesure, ce sont grâce à des personnes qui sont sensibles à ça. C'est pour ça aussi que je vous ai demandé à tous ceux qui le souhaitent de donner leur ressenti sur l'appareil, sur l'eau qui est générée. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que moi, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que l'appareil apporte et est-ce qu'il est bien réglé, comprendre les points importants. Donc voilà où on en est sur ce générateur de frill. Donc il y a beaucoup de personnes nous disent est-ce qu'on peut l'acheter, etc. Mais bon, pas encore, parce que avant de mettre ça en vente, on est déjà dans une phase de recherche pour comprendre les réglages, les points sensibles et démontrer que vraiment ça a un apport. Mais donc la problématique, il faut déjà réussir à déterminer les bons points de réglage pour après faire des mesures plus pertinentes sur des personnes. Mais donc il faut déjà être sûr de des réglages. Donc voilà où j'en suis sur ce fameux générateur de frill. Et donc un cas pratique de cette technologie, de cette science qui nous est transmise par les Pléiadiens, par Jenan Héridion et grâce à Elena Danaan. Donc tous mes remerciements à Elena, à Jenan, à Toran et à la Fédération Galactique.